La question ne cesse de faire débat. Faut-il une nouvelle législation du cannabis en France? Vous y êtes favorable, Romain Reda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député français d'opposition, Les Républicains. Vous présidez une mission d'information à l'Assemblée nationale sur la réglementation et l'impact de ces différents usages. Ivana Obradovic, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de l'Office français des drogues et des toxicomanies. Je le disais, vous y êtes favorable. C'est plutôt inhabituel à droite. Pourquoi vouloir dépénaliser le cannabis? Depuis un an, effectivement, à l'Assemblée nationale française, nous travaillons sur le sujet du cannabis. C'est un sujet vaste parce qu'on touche à différentes thématiques thérapeutiques, récréatives, stupéfiants, bien-être. Le constat est simple. La France est le pays d'Europe où l'on consomme le plus de cannabis. 5 millions de Français expérimentent occasionnellement le cannabis. Près d'un million de Français en consomment régulièrement. Et à côté de ça, on a une législation en France qui est très dure, très répressive sur le papier, qu'on a du mal à appliquer, tout simplement parce qu'on est surpassé par ce sujet des trafics de drogue et de la consommation du cannabis. Donc la cannabis. répression ne marche pas, on légalise, c'est ça votre réflexion? La sécurité des Français n'est pas assurée. Et moi, vous l'avez dit, je suis un homme politique de droite. À droite, on est attaché à la sécurité, à la santé des Français, à la protection des Français. Je cherche le meilleur modèle, la meilleure législation pour mieux protéger les Français. C'est le meilleur modèle pour protéger la santé des Français? Tout dépend de l'objectif qu'on se donne. En tout cas, c'est vrai que la France fait partie des pays dans le monde qui ont les niveaux d'usage de cannabis les plus élevés, en particulier parmi les jeunes. Cela dit, depuis quelques années, on a une baisse de cette prévalence d'usage chez les jeunes. C'est-à-dire que dans les nouvelles générations, il y a un peu moins d'attrait pour le cannabis que dans les précédentes, semble-t-il. C'est une évolution qu'on voit aussi sur le tabac et l'alcool, avec un recul des consommations. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de banaliser la fumette? Dans le cas de la légalisation, il y a effectivement le risque de normaliser le produit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans les États qui ont légalisé. Pas banaliser. Alors, c'est proche, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est vrai que l'acceptabilité du produit dans les régimes aujourd'hui, exclusivement sur le continent américain, qui ont légalisé le cannabis, c'est bien celle-là. C'est une évolution vers un produit qui est considéré comme relativement anodin. Et on va continuer à en parler, puisque vous parliez de l'Amérique du Nord en octobre 2018. Une douce euphorie s'emparait du Canada. Le cannabis à usage récréatif y devenait légal. Le Québec décidait d'être moins souple que la législation fédérale. Quel bilan 2 ans et demi plus tard? Le reportage à Montréal de notre correspondante Catherine François. Stéphane Mallette, 55 ans, fume du cannabis depuis son adolescence. Habitué du marché noir, il se fournit aussi auprès de la Société québécoise du cannabis, la SQDC, même si le gramme s'y vend plus cher. Tu sais qu'est-ce que tu achètes? Au moins, tu sais que ton pote n'a pas été trafiqué, il n'y a pas des additifs chimiques ou quoi qui ont été rajoutés, là. Un petit peu plus de confiance. La légalisation a permis de mieux encadrer la consommation, en contrôlant notamment la qualité du produit. C'est sûr qu'il y a une espèce de régularité dans le produit. Le poids, la quantité qu'on va recevoir, le goût, la couleur, tout ça, c'est assez régulier puis constant. Fait qu'il y a des gens pour qui c'est rassurant d'avoir cette constance-là. Le marché est lucratif pour l'État québécois. Depuis la légalisation en octobre 2018, la Société québécoise du cannabis a absorbé environ 30% du marché noir. L'an dernier, la Société d'État a vendu 47 tonnes de cannabis via son site Internet et ses 41 succursales de la province. Les ventes ont dépassé les 311 millions de dollars. Après plus de 2 ans de légalisation du cannabis, la consommation a-t-elle augmenté? L'apocalypse annoncé, évidemment, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas d'apocalypse. On estime de 2 à 5 % d'augmentation d'usage pour le moment. L'État québécois a empoché plus de 26 millions de dollars de bénéfices, dont la totalité a été réinvestie dans des programmes de recherche sur le cannabis et des campagnes d'information et de prévention. Pour moi, et je ne suis pas le seul, c'est un très large consensus en santé publique, les avantages d'une légalisation, d'un encadrement par l'État a plus d'avantages que d'inconvénients. Quand on voit les effets pervers de la prohibition, on n'a pas le choix de se rendre à l'évidence qu'il faut faire autre chose que ce qu'on a fait depuis des décennies. Le débat sur la légalisation du cannabis est donc clos au Canada, mais celui sur la décriminalisation des autres drogues a commencé.
Alors, le Canada est le seul pays du G7 à avoir franchi le pas. Est-ce que vous, Robin Reda, vous vous inspirez de ce qui a été fait au Canada dans votre réflexion pour la France ? Oui, évidemment, la législation du Canada, elle est intéressante. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le processus qui a mené à cette légalisation voulue par le Premier ministre Justin Trudeau, avec une petite équipe pour mettre en place une task force, en réalité, pour essayer de traduire ce volontarisme politique dans les faits. En France, on en est loin. Pas ce volontarisme politique, c'est plutôt l'inverse. On en est loin, mais le constat est similaire. Et je pense que le regard que les gens portent sur cette question sur le terrain est assez similaire à ce qui s'est passé au Canada. On n'est pas aujourd'hui à des niveaux dans l'opinion publique qui étaient ceux du Canada à cette époque-là, mais on voit que les choses sont en train de bouger, en train de changer. Les Français voient bien qu'il y a un problème, voient bien que le cannabis inonde nos territoires urbains bien sûr, nos banlieues, mais aussi les territoires plus ruraux. Le cannabis est partout, il est chez les jeunes, mais il est dans toutes les générations, et on n'arrive pas à endiguer ce sujet-là. On n'arrive surtout pas à avoir les messages de santé publique, de prévention que l'on devrait avoir sur ce qui est une drogue, parce que le cannabis est une drogue. Elle n'est pas légale, mais d'autres drogues sont légales en France, l'alcool, le tabac, et on a des messages de prévention bien plus puissants. Justement, est-ce que légaliser, ça permet de faire de la prévention? Vous êtes d'accord avec ça, ou au contraire, la répression, c'est ce qui marche le mieux? Tout dépend du modèle de légalisation. Effectivement, au Canada et en particulier au Québec, puisque le Canada a cette spécificité d'avoir un modèle de régulation qui est décentralisé, c'est-à-dire que chaque province a aménagé le modèle à sa convenance. Au Québec, c'est un modèle particulièrement restrictif. Et comme le disait le sujet, une partie des recettes fiscales a été fléchée sur des dépenses de recherche, de prévention. Ça n'a pas du tout été le cas aux États-Unis, par exemple, où on a une dizaine de régimes actifs de régulation du cannabis aujourd'hui, qui n'ont pas du tout fait la part belle à des financements supplémentaires sur la prévention. C'est ça l'idée aussi, parce que c'est une manne financière. Si on taxe le cannabis et c'est l'État qui taxe, ça fait une grosse manne financière. C'est ça aussi que vous avez en tête, c'est récupérer de l'argent? Le sujet ne peut pas être que budgétaire. Il y a évidemment un sujet économique, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des milliards de PIB cachés qui échappent aujourd'hui à l'État français et qui alimentent une économie souterraine qui elle-même permet de financer d'autres choses beaucoup plus graves encore que le cannabis. Donc la réalité, elle est aussi budgétaire, mais elle doit d'abord être sanitaire et sécuritaire. Et ça s'inscrira dans le temps long, parce qu'on n'éradique pas des trafics de drogue du jour au lendemain avec une nouvelle législation. On ne fait pas baisser la prévalence d'usage du jour au lendemain avec une politique de légalisation. En revanche, on travaille des messages de prévention et une nouvelle manière de voir la sécurité publique, c'est-à-dire qui se focalise sur les trafiquants, sur les réseaux, sur ce qui est vraiment dissimulé plutôt que sur les usagers. Donc c'est une réorientation du travail des policiers et des gendarmes d'un côté, une augmentation de la prévention de l'autre, qui sur le long terme permet, à mon sens, d'atteindre de meilleurs objectifs que la situation actuelle. Ce que vous dites s'applique au cannabis, mais aussi au LSD, à tout type de drogue. Là, on l'entendait dans le sujet, le débat est peut-être en train de s'ouvrir au Canada sur d'autres types de drogues. Vous y êtes favorable ? Non, je crois qu'aujourd'hui, le débat doit se focaliser en France sur le cannabis, parce qu'on l'a dit, c'est la drogue dont la prévalence d'usage est la plus forte. C'est aussi un public très différent, c'est-à-dire qu'on parle souvent de la théorie de l'escalade. L'immense majorité des consommateurs de cannabis n'iront pas consommer une autre drogue parce qu'ils ont un profil socio-culturel, je ne sais pas comment il faut dire ça, qui ne les emmènera pas vers des drogues dures qui sont plutôt associées à la toxicomanie. Je crois que là aussi, on doit recentrer les moyens pour traiter la grande toxicomanie, ce qu'on appelle les polyusages, ceux des usages des drogues très violentes, pour pouvoir avoir un redéploiement de moyens très fort. Vous confirmez, c'est ce que vos études montrent, c'est que le cannabis, c'est une chose. Il y a toujours cette distinction entre drogue dure, drogue douce. Pour les détracteurs, une drogue est une drogue. Est-ce que vous faites la distinction aussi? Alors cette distinction entre drogue dure et drogue douce, elle n'a aucune base scientifique. C'est la législation des Pays-Bas qui fait cette différence depuis 1976. Et l'objectif de cette différence, c'était de séparer les marchés, de faire en sorte que le marché du cannabis et les consommateurs de cannabis ne soient pas obligés de s'approvisionner sur le marché de l'héroïne, par exemple, ou d'autres produits plus dangereux.
Donc il n'y a aucune base scientifique, tout comme il n'y a aucune base scientifique qui permet de dire qu'il y aurait une théorie de l'escalade, c'est-à-dire que consommer du cannabis ne mène pas à consommer des produits plus dangereux. En revanche, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'en particulier en France, la consommation de cannabis est adossée à la consommation de tabac très souvent, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, où c'est plutôt l'herbe qui est fumée, souvent pure, et puis toute une myriade d'autres produits depuis la légalisation dans certains États américains, qui a complètement ouvert l'offre commerciale et qui l'a étendue à des produits alimentaires, des produits très concentrés en principe actif, en THC. Quelle différence vous faites entre le tabac légal et le cannabis illégal ? En termes de santé. En termes de santé, oui. Alors, d'après les classifications pharmacologiques, le tabac est beaucoup plus source de mortalité, puisque à ce jour, les décès qui seraient directement liés au cannabis sont quasi nuls, voire totalement nuls, alors que le tabac, c'est plus de 70 000 morts par an en France. Donc on voit bien que cette distinction entre drogue légale et drogues illégales n'a pas grand-chose à voir avec la dangerosité et les risques pharmacologiques. Si on devient un petit peu concret, là vous avez un projet qui est discuté à l'Assemblée, que vous pilotez. Si on imagine que le projet se concrétise, vous imaginez quoi? Une société nationale du cannabis en France qui gérerait la production, la distribution? C'est ça que vous avez en tête pour être concret? Alors effectivement, dans notre rapport, on dépasse la question de pour ou contre la légalisation du cannabis. On va vers, s'il y avait évolution de la législation, vers quel modèle faudrait-il aller? Avec une présentation de différents modèles, le modèle canadien. Et lequel à votre faveur? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de position arrêtée sur un modèle en particulier. Mais vous pourriez imaginer que l'État français produise, distribue le cannabis? Il y a une vraie question, et sur la production et sur la distribution. Est-ce qu'on va vers un modèle libéral, c'est-à-dire on laisse des entreprises privées produire du cannabis en leur donnant un agrément, en les régulant, avec évidemment le regard de l'État, ou est-ce que l'État est lui-même producteur de cannabis? C'est une vraie question à poser, qui est une question à la fois économique et politique. Ce que l'on sait, c'est que la France est le premier producteur de chanvre en Europe. On produit déjà du chanvre, alors non pas pour des usages ni thérapeutiques ni récréatifs du cannabis, mais pour des usages par exemple industriels. Donc la France a une expertise aujourd'hui dans la culture de chanvre. Il y a des acteurs en France, privés, contrôlés par l'État déjà, qui cultivent du chanvre. Donc on a déjà cette expertise et on peut aller, à mon avis, en réfléchissant sur un modèle de libéral et régulé. Un dernier point pour conclure avec vous qui a trait à la période que nous vivons. On voit qu'il y a des épisodes de dépression qui sont un petit peu plus importants, etc. Le terreau des addictions, c'est la dégradation de la santé. Je parle sous votre contrôle. Est-ce que vous attendez à ce que quand même les chiffres augmentent après un an de pandémie? Sur le cannabis, vous voulez dire? Alors déjà, les addictions qui sont liées au cannabis, c'est une partie des consommateurs de cannabis. On évalue à peu près à 3% dans l'ensemble de la population adulte les personnes qui auraient un usage problématique de cannabis, selon les critères en vigueur. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, on a fait une enquête à l'OFDT là-dessus, c'est que les usagers qui consommaient fréquemment du cannabis l'ont fait un petit peu plus fréquemment encore pendant le confinement. En revanche, c'est difficile de présager d'une évolution défavorable des usages, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont plutôt tendance à refluer chez les jeunes dans la période récente. Ivana Obradović, merci. Merci à vous aussi, Robin Reda. Vous relancez la question de la légalisation du cannabis. Merci beaucoup à vous deux.